Re-salut les amis, c'est l'heure de faire le bilan de la première moitié de 2026. Je vais garder l'intro assez courte aujourd'hui parce que voici le planning de la vidéo. Premièrement, on va répondre aux questions du Mid-Year Book Freakout Tag où je vais vous révéler ma meilleure lecture de 2026 pour l'instant. Ensuite, on va se plonger dans mes statistiques de lecture. J'ai vraiment hâte de les découvrir avec vous parce que je les ai préparées, mais j'ai déjà eu le temps de les oublier. Bref, ensuite, on va se parler du bilan de ma chaîne BookTube. Ça a été quoi la croissance de ma chaîne? C'est quelle vidéo qui a le mieux performé? Et après, on va passer au bilan personnel, parce que 2026, pour l'instant, est définitivement l'année la moins reposante et la plus chaotique de ma vie jusqu'à présent. Et on va terminer avec des petits objectifs pour la suite de l'année qui, j'espère, va être plus douce avec moi. Alors commençons tout de suite avec le Mid-Year Book Freakout Tag. Première question. Quel est le meilleur livre que tu as lu pour l'instant en 2026? Les amis, quand je vous dis que j'ai même pas eu à réfléchir une seule seconde pour déterminer c'était lequel, Les Bien-Aimés de Anne Napolitano. C'est un contemporain auquel je ne cesse de repenser depuis que je l'ai terminé. Les personnages de ce livre-là m'ont tellement rejoint au niveau de leur qualité, oui, mais surtout au niveau de leurs imperfections. Je trouve que ce livre joue avec des questions morales de la vie qui sont pas si évidentes que ça finalement, puis je trouve que ça a tellement bien été exploré là-dedans. Je savais pas comment me sentir, mais en même temps, je me sentais fascinée, je me sentais complètement investie dans leur vie, puis ce sont des personnages qui ont continué à vivre en moi après la fin. Sauf ceux qui sont morts. Bref, mon cœur est encore brisé aujourd'hui, mais en même temps, mon cœur bat encore. C'est une sorte de situation de zombie littéraire que je sais pas trop comment décrire. Bref, absolument dans le top de mon année 2026. J'aimerais ça qu'il se fasse détrôner, genre, allez-y, amenez-moi des meilleurs livres, genre, j'en ai besoin. Mais pour l'instant, c'est mon number one. Deuxième question. Quelle est la meilleure suite de saga que tu as lu pour l'instant en 2026? Ça va me prendre 0.3 secondes pour répondre à cette question parce que je n'ai pas lu de suite de saga en 2026. J'ai continué aucune saga. Par contre, stay tuned pour la section statistique. Vous allez voir combien de sagas j'ai commencé par contre. Prochaine question. Comment décrirais-tu ton année de lecture pour l'instant? Oh là là. Je pense que c'est vraiment une année par phase. Il y a eu des mois où j'ai trouvé 3 coups de cœur. Des mois où ma moyenne de notes données atteignait presque le 4 étoiles, ce qui est du jamais vu pour moi personnellement. Mais là, je ressors d'un mois où j'étais dans les 2 étoiles, j'arrête pas d'abandonner des livres, ça va pas bien. Ça fait genre 2 mois où je fais pratiquement que des mauvaises lectures ou des lectures décevantes et je veux m'en sortir. Et aussi en dehors de l'appréciation que j'ai eue pour les livres, c'est une année étrange au niveau du rythme de lecture parce que comme on va se parler dans la section vie perso, mon emploi du temps a extrêmement changé et je découvre une vie où je lis très très peu pendant la semaine et je lis extrêmement les week-ends. Donc techniquement, là on va se dire combien de livres j'ai terminé en 2026 bientôt, mais c'est comme un peu similaire à ce que je faisais avant, mais en même temps, j'ai l'impression dans ma tête de moins lire parce que la semaine, je lis pas, alors qu'avant, oui. Bref, je suis toute mêlée avec mon année de lecture pour l'instant. J'espère que ça va aller mieux pour la suite. Une nouvelle sortie que tu n'as pas encore lue, mais que tu aimerais lire. J'ai décidé de mettre Une histoire qui finit mal de Evelyn Clark, mais qui est le nom de plume de V.E. Schwab, et je pense une autre autrice. Dès que j'ai vu ce livre annoncé, je savais que j'allais le lire. C'est un thriller écrit par une autrice que j'apprécie vraiment, souvent en fantaisie, mais en même temps pas tout le temps parce que j'adore sa façon d'écrire, j'adore sa plume, mais j'aime pas le fait que c'est toujours beaucoup trop long et trop lent. Alors là, dans un contexte de thriller qui à la base est un genre littéraire qui est supposé être addictif, je suis vraiment curieuse de voir comment elle va mêler genre sa plume, son style à ce type de récit. Le truc c'est que j'ai quand même entendu beaucoup de gens dire que c'était leur pire thriller de 2026 là, donc j'essaie de pas avoir des attentes trop hautes, mais c'est sûr que je vais lire, c'est sûr. Cinquième question. La sortie que tu anticipes le plus dans la deuxième moitié de 2026? Je vais mettre le nouveau livre de James Islington, ça s'appelle Cyan, puis cette fois c'est de la science-fiction. Si le nom de l'auteur vous dit quelque chose, c'est celui qui a écrit The Will of the Many, ma meilleure lecture de 2025. Vous comprenez pourquoi je veux très lire ceci, surtout puisque c'est de la science-fiction. Le résumé, je veux pas vraiment vous en parler parce que je l'ai lu, puis je me suis arrêtée à la moitié parce que j'étais comme ok, je pense vraiment que je vais aimer ça, je veux rien savoir de plus. Mais il y avait un certain ton sarcastique avec un mix de mentions de tuer des gens. Moi j'ai vraiment vu tous les ingrédients pour un coup de cœur là-dedans, donc c'est pour ça que je m'arrête là, je veux rien savoir de plus. C'est ma sortie la plus anticipée pour la suite de 2026. Par contre, quelles sont les chances que je lise ceci véritablement en 2026? Il faudrait déjà que je commence par lire le tome 2 de The Will of the Many. Ensuite,
quelle est ta plus grosse déception? C'est pas le livre auquel j'ai donné la plus basse note, mais c'est celui que j'avais prédit qu'elle allait être un coup de cœur dans mon année et qui finalement l'a pas été du tout. Half His Age de Janet McCurdy, qui est bien sûr l'autrice de I'm Glad My Mom Died, qui avait été un coup de cœur, qui avait été dans mon top 10. Et là, bon, on parle d'un sujet tabou, c'est une étudiante qui tombe amoureuse de son professeur, qui devient vraiment obsédée et qui fait tout pour l'avoir. Et j'étais certaine que ça allait être intéressant dans l'exploration de ce sujet tabou tout en restant respectueux. Mais l'expérience de lecture, finalement, c'était comme lire du smut entre un gars de 35 ans et une fille de 17 ans. Ce qui est pas ma chose préférée dans la vie. J'ai encore une fois beaucoup apprécié la plume de l'autrice, c'est pour ça que je lui ai donné, je pense, 3 étoiles finalement. Mais je trouvais tellement ça intelligent comment elle avait commenté et critiqué certaines dynamiques sociales dans I'm Glad My Mom Died que là j'ai pas du tout retrouvé cette même... Je veux pas dire intelligence. Je veux pas dire que j'ai pas retrouvé la même intelligence, mais il y avait pas le même soin. Même si la conclusion était celle que je pensais que ça allait être, tout était tellement précipité qu'au final, c'est juste « Ok, tu m'as fait lire pendant 200 pages un homme qui couchait avec une fille beaucoup trop jeune. » Bref. Déception, je suis déçue. Mais c'est sûr que je vais lire les autres romans de l'autrice quand même. La 7e question, c'est ta plus grosse surprise. Ici, je vais mettre Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. J'ai vraiment aimé ça. Je sais pas c'est quand la dernière fois dans ma vie que j'ai eu autant de plaisir à lire un classique. C'était très rafraîchissant de voir un exemple d'un livre qui était soigneusement écrit, qui était classiquement écrit, mais qui était 0% ennuyant, il n'y avait aucune longueur, le récit se tenait, et moi c'est ça que je veux dans mes classiques, c'est ça que je veux. Ça se peut même qu'il se retrouve dans mon top 10 de fin d'année. Je n'avais pas donné 5 étoiles, mais je pense qu'il pourrait se retrouver là-haut. Ensuite, ta nouvelle auteurice préférée, et je suis obligée de donner ce trophée à Lane Fargo, qui avait écrit They Never Learn, que j'avais beaucoup aimé à l'époque, c'est un thriller, puis là elle est revenue avec The Favorites, qui est comme une histoire d'amour, et j'ai absolument adoré The Favorites, j'ai tellement aimé ça. Le drama de ce livre était un délice du début jusqu'à la fin, des personnages imparfaits à souhait, mais qui sont pas énervants à suivre. Oh, j'ai vraiment adoré, puis je suis très curieuse de voir qu'est-ce qu'elle va nous sortir par la suite, parce que entre They Never Learn puis The Favorites, c'est pas du tout pareil là. J'ai aimé les deux, mais c'est comme ok, 1 plus 1, ça va être quoi le troisième? Ensuite, j'inclus une question que je skip habituellement parce que j'ai pas de réponse, mais là j'ai une réponse. Ton nouveau crush fictif. Les amis, dès que j'ai lu Catabasis, j'étais comme « Oh mon dieu, j'ai enfin une réponse à cette question. » Peter de Catabasis. Mon boy intellectuel, intelligent, sensible, avec des problèmes d'estomac. J'ai jamais autant relate un personnage de ma vie, puis je savais pas à quel point le fait de voir quelqu'un donner autant de lui-même avec un estomac aussi méchant, j'allais trouver ça attirant. C'était incroyable, vraiment Peter c'est mon boy, merci. Si lui et moi on vivait ensemble, il faudrait clairement plus d'une toilette dans la maison, mais on aurait du plaisir. Et la dernière question, c'est ton nouveau personnage préféré. Et je vais ramener les bien-aimés parce que le personnage de Sylvie là-dedans... Sylvie a parlé à mon cœur vraiment très fortement. Je veux pas décrire Sylvie. Je veux pas la décrire, je pense pas que je serais capable de lui rendre justice, mais si vous lisez ce roman ou si vous l'avez lu, Sylvie c'est ma girl. Team Sylvie pour la vie. C'est donc tout pour ce Mid-Year Book Freakout Tag, un tag célèbre qui revient chaque année sur Booktube et à qui personne n'a donné un nom français que les gens sont capables de prononcer. À voir si l'année prochaine ça aura changé, à mon avis non. Donc maintenant on peut passer aux statistiques de lecture. Alors les amis, combien de livres est-ce que j'ai lu pour l'instant en 2026? 44! La réponse c'est 44. Habituellement à ce stade-ci de l'année, j'en serais plutôt vers les 50 voire les 60. Je pense que l'année dernière, quand j'ai fait ce bilan-là, j'en étais à 61 exactement. Donc on a une diminution cette année. Je pense que ça va être très compréhensible pour vous avec ce que je vais vous expliquer par la suite. Mais voilà, donc en termes de pages lues, ça représente 17 350 pages lues. Ça signifie qu'en 2026, j'ai lu 95 pages environ par jour, alors que ma moyenne pour 2025 était de 120. Bref, beaucoup de stats qui parlent de diminution, mais moi, ça me fait rien. C'est une différence que je constate factuellement et pas émotionnellement. C'est pas grave dans la vie. Déjà, en fait, 95 pages par jour, on s'entend, c'est très bien, mais considérant que dans la vie, lire ça me fait du bien, puis j'ai un rythme de lecture extrêmement rapide. 95 pages, pour moi, ça représente 40-35 minutes de lecture par jour. Et dans un monde parfait, je lirais, je pense, 1h30, 2h par jour. Bref, ça signifie que en moyenne, les livres que j'ai terminés cette année faisaient 394 pages, ce qui nous donne une moyenne de 4 jours pour terminer un roman. J'aimerais bien être capable de faire descendre ça à
3 jours par livre d'ici la fin de l'année. Sinon, pour ce qui est de l'appréciation de mes lectures, c'est une donnée que j'étais très curieuse de voir parce que, comme mentionné, j'ai eu des mois qui ont pété les scores et d'autres que comme ceux que je viens de vivre, qui était très bof. Mais au final, 3.5 étoiles en moyenne que j'ai donné par livre. Ça va et même que ça plus que va parce que si on regarde la moyenne que j'avais pour 2025 au complet, c'était 3.49. Donc techniquement, je suis en train d'avoir une meilleure année de lecture que l'année passée. Mais je le ressens pas en ce moment, mais on va bientôt revisiter mes mois de lecture, donc je pense que ça va être plus clair là. Et une nouvelle donnée que je suis, c'est ok, moi j'ai donné 3.5 étoiles en moyenne aux romans que j'ai lus. Mais si je calculais la moyenne de tous ces livres-là sur Goodreads, donc la moyenne qui a été votée par les gens, ben le 3.5 étoiles que moi j'ai donné correspond à des romans qui ont reçu en moyenne 3.94 étoiles. Donc, pas de surprise ici, je suis plus sévère que Goodreads, mais ça, ce serait difficile d'être moins sévère que Goodreads parce que beaucoup de facteurs qui font en sorte que les notes sont plus hautes vu qu'il y a beaucoup moins de gens qui notent 1 étoile ou même 2 étoiles. Maintenant, on va passer au graphique mensuel. Donc, par mois, voici combien de livres j'ai lus. J'ai pas techniquement de plus gros mois de lecture parce que j'ai 3 mois où j'ai lu 8 romans et mon plus petit mois de lecture ça a été mars avec 6. Donc, ça nous fait une moyenne de 7.3 livres lus par mois. Ça va. La raison pour laquelle je sens malgré tout que je lis moins, c'est que c'est souvent arrivé qu'il y ait des mois où j'en suis genre au 17 du mois, puis j'ai juste terminé un roman, voire aucun. Et là, c'est dans la deuxième moitié du mois que je lis genre 6 livres. Et j'aime pas trop ça. J'aimerais ça être stable dans mes lectures. Je sais que c'est pas grave que je sois pas, mais j'aimerais ça. Donc ça, c'est le nombre de livres lus, mais si on regarde en termes de pages, là, on peut déterminer un plus gros mois de lecture, quoique c'est très serré. Et c'est janvier avec 3128 pages lues. Ce qui me surprend quand même, parce que janvier, on va se parler, c'était le mois le plus difficile de ma vie, avec mon chat qui était mourant. Et ben, je pense que j'ai lu à travers les difficultés. Ok, ça donne 2892 pages en moyenne par mois. Pour ce qui est de la moyenne d'appréciation par mois, là on voit un peu mieux ce que j'essayais de dire, ok? J'ai clairement eu une période incroyable avec février, mars, avril, des moyennes qui frôlent le 4 étoiles, et la grosse chute libre en mai avec 2.92. Donc si je retourne dans le passé, que je regarde la fin de l'hiver / le début du printemps, c'est vrai que j'ai eu une maudite bonne année de lecture. Mais l'été pour l'instant, il est dur. Voyons voir les notes exactes que j'ai données aux livres que j'ai lus. Alors bonne nouvelle, il n'y a aucun 1 étoile. On a quand même 9 livres dans les 2 étoiles, 19 dans les 3 étoiles, 13 seulement dans les 4 étoiles et 3 dans les 5 étoiles. Habituellement, j'aurais plus de livres que ça dans les 4 étoiles, donc c'est cette donnée-là que je trouve qui est très basse récemment. Là. On va essayer de remonter ça d'ici la fin 2026. Commentez-moi un bon livre que je suis assurée d'aimer, les amis. J'en ai besoin, merci. Pour ce qui est de la taille des livres que j'ai lus, je vous ai donné la moyenne, mais là on va regarder les tranches de pages spécifiquement. Il y avait seulement 3 livres qui faisaient moins de 200 pages, 9 dans la tranche des 200 à 300 pages, 15 dans les 300 pages, 11 dans les 400 et 6 qui faisaient plus de 500. Mais dans ces 6-là, il y en a même 2 qui faisaient plus de 800 pages. Oui, l'un d'entre eux, c'était Outlander, qui était une partie de plaisir pendant 800 pages. Pour le format des livres que j'ai lus, on est sur une majorité de numérique avec 21 e-books, mais je suis quand même surprise de voir qu'il y a 15 livres papier. Je pensais que j'en avais lu beaucoup moins que ça. Et j'ai écouté 8 livres audio. Les livres audio, ils sont un peu en diminution en ce moment dans ma vie parce que depuis que j'ai commencé, pas un nouveau travail, c'est le même travail que l'année dernière, mais écoutez, on va se parler de la situation. Depuis que ma situation de travail a changé, après mes journées de travail, j'ai juste besoin d'écouter de la musique. J'ai comme pas la tête aux livres audio, donc c'est pour ça qu'il y en a un peu moins, mais je vais m'y remettre parce que mes moments genre de casse-tête puis de livres audio, c'est du self-care total, donc il faut que j'en fasse plus souvent. Pour ce qui est de la source des livres que j'ai lus, toujours les emprunts en majorité avec 25, mais on a aussi 7 livres que j'ai lus sur Nextory, 6 que je possédais chez moi, donc que j'avais acheté ou qu'on m'avait donné en cadeau, et il y avait 6 services de presse. Maintenant la langue dans laquelle j'ai lu les livres. Vous savez, c'est mon combat à chaque année, je veux lire davantage de français parce que j'ai une chaîne en français. Je sais qu'il y a toujours des gens qui sont pas très contents quand je lis des livres qui sont juste en anglais, qui n'ont pas été traduits. Bref, j'essaie de prioriser le français. Et pour l'instant, j'ai réussi parce qu'on a une majorité de français, 28 livres français versus 16 en anglais. C'est bon. On continue. La statistique de la tranche d'âge des livres est pas très intéressante parce que j'ai lu 40 livres adultes, 3 livres jeunes adultes et 1 livre jeunesse. J'ai pas vraiment de commentaires face à ça, j'ai pas de désir de changer quoi que ce soit. C'est la réalité et ça me va. Maintenant pour les genres littéraires, j'avais tellement aucune idée de ce qui allait être au sommet. On va commencer à l'envers, ok? Les genres que j'ai lus mais les moins lus. Donc, un seul roman historique, 2 romans de réalisme magique, 3 classiques,
quand même 3 classiques. 5 romances, 5 romans d'horreur, 5 romans de FF fantasy fantastique, 6 romans de science-fiction, 7 de thriller slash polar, et en numéro 1, on a le contemporain slash la littérature générale. Donc c'est le contemporain, ok. Mais quand même le top 3, contemporain, thriller, science-fiction, ça va. J'étais un peu déstabilisée dans le passé que comme la fantasy soit aussi haute parce que c'est pas mon genre littéraire préféré. Mais là, je me reconnais plus dans ce top 3. Pour ce qui est de l'ancienneté des livres que j'ai lus dans ma palle, donc ça faisait combien de temps qu'ils étaient là quand je les ai lus? Auparavant, je notais la position des livres dans ma palle. Maintenant, en 2026, j'ai modifié ça et c'est strictement le nombre de jours qu'un livre a passé dans ma pile à lire. Alors, tout d'abord, pour ce qui est des livres qui étaient pas du tout dans ma pile à lire, il y en a 5. Il y a 5 livres que j'ai lus parce que je les ai ajoutés spontanément pour un vlog ou pour une raison quelconque. Ensuite, il y avait 9 livres que j'ai lus qui étaient dans ma palle depuis moins de 100 jours. 7 livres qui étaient là depuis 100 à 500 jours. 4 entre 500 et 1000. Et 2 entre 1000 et 1500. Et pour votre information, tout ça, c'est sur un total de 1648 jours possibles dans ma pile à lire. Parce que en ce moment, le plus vieux livre de ma palle est là depuis 1648 jours. Mais sinon, j'ai aussi lu des livres du bocal des membres. Et là, les chiffres vont pas tout à fait avoir du sens parce qu'il y a des livres qui étaient dans mon bocal mais qui étaient aussi dans ma pile à lire. Donc, j'ai lu 20 livres qui avaient été suggérés dans le bocal des membres. 20 livres! En 6 mois, ça veut dire qu'à la fin de l'année, j'aurais lu 40 livres du bocal et moi, je lis environ 100 livres par année. Fait qu'il y aurait genre 40% de mes lectures seraient du bocal. Je sais pas si c'est une bonne chose ou il faudrait que je me calme. Je sais pas. En passant, si vous appréciez la vidéo en ce moment, j'en fais littéralement une version mensuelle pour ma communauté exclusive où à chaque mois je parle de mes statistiques de lecture du dernier mois, mes statistiques YouTube, ma vie personnelle et vous pouvez suggérer un livre par mois dans le bocal. Donc voilà, c'était ma petite pub si ça vous intéresse. Pour ce qui est des auteurs que j'ai lus, est-ce que c'était la première fois que je les découvrais ou je les relisais? On a une majorité de nouveaux auteurs dans ma vie avec 30 versus 14 que je relisais pour une seconde, une troisième, une quatrième, une cinquième, je sais pas combien de fois, mais plusieurs fois. C'est toujours une statistique que je suis incapable de prédire. Je sais pas dans ma vie si je lis plus des auteurs nouveaux ou pas. Ben là, manifestement, oui, mais je sais pas, généralement. Donc, je suis contente de suivre ça parce que je le faisais pas avant. J'ai juste commencé ça l'année dernière, puis ça m'intéresse. Pour ce qui est du bocal des membres, en 2026, le bocal a reçu 142 nouvelles suggestions, ce qui l'amène à un total de 387. Il y a 387 livres dans le bocal en ce moment. Ben, je les lire tous un jour. C'est mon objectif. Je sais pas à quel point c'est possible. Maintenant, pour ce qui est des sagas. Comme vous le savez déjà, je n'ai pas lu aucune suite de sagas, mais il y avait 39 livres qui étaient un one-shot et 5 qui étaient des premiers tomes. Parmi ces 5 premiers tomes-là, je dirais qu'il y a seulement un seul pour lequel je planifie activement de lire la suite. Pour les années des publications des romans que j'ai lus, il y a quand même 4 livres qui ont été publiés avant 2000. Généralement, c'est comme le chiffre que j'ai à la fin de l'année. Donc oui, j'ai lu plus de classiques que d'habitude. Sinon, j'ai lu 15 livres des années 2000 à 2020, 23 livres des années 2021 à 2025 et j'ai lu 2 sorties de 2026 pour l'instant. Ça devrait monter un petit peu, ça devrait monter. Maintenant, pour ce qui est de ma pile à lire, combien de livres y a-t-il dans ma pile à lire? Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous savez peut-être pas que c'est désormais un chiffre duquel je ne me soucie pas vraiment. Parce qu'autrefois, j'avais une grosse pile à lire de 200 livres, j'ai réussi à la réduire. Et maintenant, je réalise que avec ma chaîne YouTube, je veux toujours avoir une pile à lire autour des 50 livres pour être capable de planifier mes concepts à l'avance. Alors, le 1er janvier, j'avais 45 livres dans ma pile à lire et en ce moment, j'en ai 40. Donc, je pense que je suis due pour me faire un petit refill de pile à lire. Moi, ma pile à lire, j'inclus là-dedans des livres que j'ai l'intention de louer à la bibliothèque et que je peux louer à la bibliothèque parce qu'ils sont disponibles. Donc, c'est quand je dis que je vais remplir ma pile à lire, c'est pas que demain je vais aller vider mon compte de banque puis acheter 10 livres. Voilà. Ensuite, je me suis lancé un défi au début de l'année. Je voulais que d'ici la fin 2026, j'ai lu tous les livres physiques papier que j'avais derrière moi ici, dans ma pile à lire, qu'ils soient tous lus à la fin de 2026. Alors au total, il y en avait 24. Et pour l'instant, c'est un petit peu un flop. J'en ai lu 8 sur les 24. Techniquement, à ce stade-ci de l'année, pour réussir, il faudrait que j'en sois à 12. Et évidemment, les livres qui me restent sont les plus gros. Donc, j'ai pas vraiment espoir de réussir, mais je vais continuer. Parce que l'objectif, c'est surtout juste de diminuer les livres qui restent chez nous très très longtemps et que je lis pas parce que personnellement, je préfère lire les livres sur ma liseuse. C'est plus facile pour mes poignets. Et donc, c'est tout pour la section stats lecture de la vidéo. Maintenant, on va se parler du bilan de ma chaîne YouTube.
Le 1er janvier 2026, la chaîne était à 10 134 abonnés et le 1er juillet 2026, on était à 11 537. C'est une augmentation de 1403 personnes, ce qui est, je pense, exactement là où j'en étais l'année dernière. L'année dernière, j'ai gagné genre 2800 abonnés, donc on est vraiment le même rythme. Bonjour à vous, merci. Si vous m'avez découvert cette année, n'hésitez pas à me commenter avec quelle vidéo vous m'avez trouvé. Pour ce qui est des membres de ma communauté exclusive, au début de l'année, on était à 107 et le 1er juillet, on était à 122. C'est une augmentation de 15 nouvelles personnes, mais on s'entend que ça, c'est un chiffre. Il y a peut-être eu véritablement 30 nouveaux membres, mais il y a 15 personnes qui se sont désabonnées, blablabla. Il y a beaucoup de mouvements. Juste une note au cas où vous ne le sachiez pas, si vous vous abonnez à ma communauté un mois, vous faites une suggestion, le livre il reste dans le bocal. Je peux tout à fait le piocher plus tard, même si vous êtes plus du tout abonné. Sinon, la vidéo qui a le plus performé sur ma chaîne en 2026, c'est celle où je parlais de ce que le monde littéraire devait arrêter de faire en 2026. Évidemment, du contenu négatif, ça fonctionne toujours mieux que du contenu positif, surtout sur ma chaîne à moi, parce que je pense que les coups de gueule, j'étais assez bien outillée pour les donner, mais je trouve ça quand même intéressant, la réponse à cette vidéo. Il y avait beaucoup de gens qui semblaient apprécier le fait que j'ai mis des mots sur des choses qui sont pas importantes à critiquer, mais qui nous énerve en tant que spectateur, puis je sais pas. Moi, je l'ai fait par amour de la communauté parce que je veux qu'on soit tous capables de dire ce qu'on voudrait moins voir ou plus voir dans la communauté littéraire, et voilà. Moi, je pense que c'était une mission accomplie. C'est sûr que j'ai pas eu que des commentaires positifs, mais si je poste une vidéo où moi je suis négative, pourquoi les gens auraient pas le droit d'être négatifs en retour? Genre littéralement ça n'a aucun sens. Donc voilà. Sinon cette année, j'ai comme posté à chaque semaine, puis ensuite je suis passée à un rythme d'une fois ou 2 semaines. Et là, on va se parler de la suite de ma chaîne, c'est quoi mes plans, mon horaire. Mais avant de parler de ça, je pense qu'il faut passer à la section vie personnelle pour que vous puissiez comprendre le contexte de mes décisions. 2026. Vraiment 2026, l'année la plus cocasse de ma vie. Et je pense pas que cocasse est un mot très positif, mais en même temps c'est comme, il y a du très bon à cette année, il y a du très mauvais, je sais pas trop. On va y aller de façon chronologique parce que ça a vraiment commencé dès le 1er janvier tout ça. Moi le 31 décembre, je suis en panique parce que je sens dans mon corps que je suis à veille de tomber malade et je déteste tomber malade. Ça me dérègle de façon vraiment prolongée. Juste un petit rhume là, c'est comme très irritant pour mon estomac, pour mon côlon irritable et bref, j'étais stressée mais je me suis dit bon, écoute, je vais aller dormir, je vais me réveiller, 1er janvier 2026, nouvelle année, tout va bien aller. Évidemment, je me suis réveillée, j'étais malade. Mais bon, c'est pas grave. Ça vraiment dans mon année, c'est pas grave, c'est juste, je trouve ça drôle que ça ait commencé l'année parce que la suite était pas mieux. Ensuite, je guéris de mon rhume et mon chat arrête de manger. Mon petit chat d'amour que j'avais depuis presque 10 ans. Et donc, s'ensuit une aventure vétérinaire où on finit par découvrir que mon chat souffre d'un cancer de la bouche. Un cancer qui va finir par la tuer dans les semaines à vivre de façon absolument horrible. C'était pas joli comme fin de vie malheureusement. Et là ma caméra est en train de surchauffer donc je reviens. Pour moi l'expérience de la maladie de Luna puis du deuil qui est venu après, ça a été très particulier parce que dans le passé j'avais toujours redouté extrêmement le moment où elle allait mourir parce que c'est inévitable. Et tu sais, j'étais le genre de maman chat que quand elle avait un œil rouge parce qu'elle s'était irritée, je pleurais au point de presque hyperventiler parce que j'étais juste comme pas capable de vivre avec le fait que mon chat était en inconfort, qu'il était en douleur, qu'il allait pas bien. Mais finalement, en prenant soin de Luna dans le dernier mois de sa vie, la version de moi qui est ressortie à travers tout ça, c'est vraiment la version la plus forte de moi que j'ai jamais connue de toute ma vie. Puis c'était juste très étrange comme expérience, très éprouvant émotionnellement parce que j'ai complètement bloqué toute ma tristesse. Je me suis pas donné le droit de pleurer puis d'être triste parce que j'étais comme tant qu'elle est là. Moi, mon travail, la meilleure chose que je peux faire pour elle, c'est de lui sourire, d'être présente avec elle en étant calme, en étant bien. Mais on sait dans la vie quand on ferme là à double tour des émotions en soi, c'est pas nécessairement sain ce qui vient après. Mais ça reste que pendant tout le mois de janvier où je l'ai vue souffrir de façon extrême, tout en conservant un appétit pour la vie que je comprenais pas. Ça faisait 10 jours qu'elle n'avait pas mangé, elle buvait à peine et encore elle sautait partout, elle explorait, était contente d'être là même si le sang lui pissait de la bouche. Elle était tellement forte que c'était impossible que moi je sois pas forte en retour face à ça. Donc c'est ça, tu sais, j'ai perdu pour la première fois de ma vie
un des êtres les plus chers de mon quotidien. J'avais déjà perdu des membres de ma famille, mais on s'entend que Luna, elle passait 24 heures de ses journées sur moi ou à côté de moi. Moi, je me considère très chanceuse dans la vie d'être une personne qui est aimée beaucoup par sa famille, par son entourage, mais Luna m'a donné une quantité d'amour qui n'a jamais existé ailleurs parce que même si ma mère, ma grand-mère, ils m'aiment beaucoup, je pense pas qu'ils voudraient passer toute leur journée assis sur mes genoux. Donc c'est ça, ça a été le processus de perdre une des personnes que j'aimais le plus, mais la personne au quotidien avec laquelle je passais le plus de temps et avec laquelle j'échangeais le plus d'amour. Mais je l'ai fait de la façon la plus forte que je peux même pas croire que j'ai réussi à traverser ça aussi fortement que j'ai fait. Puis quand elle est morte devant moi le 3 février, j'ai réussi à lui parler puis à regarder son petit visage en souriant. Bref, 2026 a commencé avec l'épreuve la plus dure de ma vie, mais j'en suis ressortie en étant la version la plus forte de moi-même, que je savais pas qu'il existait. Je savais pas que cette Mamaki-là existait. Donc ça, c'était le premier mois. Ça a commencé la maladie au début janvier, elle est morte en début février. Après ça, février, ça a été un peu comme un fever dream parce que j'ai dû travailler jour et nuit pour rattraper les contrats personnels que j'avais, ma chaîne YouTube, mon travail salarié, tout ce que j'avais un peu mis de côté pendant le mois de janvier pendant que je m'occupais de Luna. Donc, ok, on passe de genre deuil extrême à déni extrême parce qu'il faut que je travaille. Vraiment, je travaillais 7 jours sur 7, de 8h le matin à 23h le soir. Et donc, après ce mois-là de février, on arrive en mars, puis je suis comme, ok, là, faut que je prenne soin de moi, faut que j'arrête de travailler comme une folle. Je pense qu'au travail, je vais peut-être réduire mes heures un petit peu. Je vais me permettre de prendre une semaine de pause de YouTube, tu sais, on va relaxer un peu, on va se permettre de vivre ses émotions. Et qu'est-ce qui arrive en mars? Je me réveille un beau matin, je commence à travailler et j'apprends que ma patronne est partie en burn-out. Et dans ma compagnie, il y a 2 personnes qui s'occupent de la comptabilité. Il y a ma patronne et il y a moi. Et moi, on s'entend, c'est elle qui m'apprenait comment faire les choses. Il y avait énormément de choses que j'avais pas encore apprises à faire. Ça faisait depuis juillet l'année dernière que je travaillais avec elle, mais tout ce que j'avais appris ultimement, ça servait à combler peut-être 20% de son travail à elle. Mais là, ok, du jour au lendemain, je suis la responsable de la comptabilité pour cette énorme compagnie qui fait vraiment beaucoup d'argent et qui a beaucoup de choses à gérer. Et non seulement je suis cette responsable-là qui a aucune idée comment faire le travail, mais aussi il faut que je me remplace moi en tant que l'employé qui l'aidait. Donc ma petite pause de travail et tout, ma relaxation, ça s'est pas passé. Du jour au lendemain, j'étais comme oh! Et même si on s'entend, tu sais, c'est vraiment éprouvant. Chaque jour, je travaille un marathon. J'ai vraiment l'impression de me réveiller le matin, de courir, puis là le soir, je suis genre ok, j'ai du calme jusqu'au lendemain. Ça reste qu'encore une fois, jamais de ma vie j'aurais pu penser que la Mamaki ultra anxieuse à l'idée de faire quoi que ce soit qu'elle connaissait pas, à l'idée de parler à des gens qu'elle connaissait pas, à l'idée de faire une erreur, j'aurais jamais cru que cette Mamaki-là serait capable d'être à la tête de la comptabilité sans personne pour me montrer comment faire, puis honnêtement je me débrouille comme une queen. J'arrive même à trouver du plaisir dans ce que je fais. C'est sûr que c'est extrêmement difficile, mais on dirait qu'à chaque jour je me découvre des qualités que je savais pas que j'avais, donc c'est intéressant. Je suis fatiguée comme ça, pas d'allure, mais c'est intéressant. Là, à ce jour, on n'a toujours aucune idée si ma patronne va revenir, donc je suis encore toute seule à conduire le bateau. Je suis pas sûre que c'est comme ça qu'on conduit un bateau, par contre. Mais bien sûr, c'est pas tout. Ça aurait été trop simple. À travers moi qui se fait donner un nouveau poste du jour au lendemain, j'entre en négociation avec ma propriétaire pour rester dans cet appartement. Les négociations, ça a tellement été rocambolesque, c'était incroyable. Le contexte, pour ceux qui savent pas ma situation, j'habitais avec mon ex depuis 1 an, mais là, il quittait le 1er juillet au renouvellement du bail. Donc, moi, je voulais trouver une façon de rester ici sans nécessairement avoir de coloc. J'ai réussi à obtenir une entente de 3 mois de loyer gratuit. Donc, je paye en ce moment, j'ai commencé à payer le loyer exorbitant pour cet appartement, à moi toute seule. Mais à la fin de l'année, il va y avoir 3 mois où je paierai pas de loyer, donc ça va me permettre finalement d'économiser pendant ces 3 mois-là la différence que je pourrais pas me permettre. Bref, je suis dans une situation en ce moment où je travaille extrêmement, je suis très fatiguée, mais je peux pas me permettre de diminuer mes heures de travail, je peux pas me permettre de diminuer tant que ça YouTube parce que j'ai un loyer exorbitant. Je pense que je vais y arriver, tu sais, je suis comptable, je suis capable de me faire un budget puis m'y tenir dans la vie. J'ai très souvent été dans des situations précaires où j'étais sous le seuil de la pauvreté puis j'ai réussi vraiment à pas m'endetter à travers ça puis à compter tous mes derniers sous là puis à survivre. Donc je sais que je suis capable de m'en sortir. Mais c'est juste un peu mentalement épuisant de penser que ok, je suis vraiment fatiguée en ce moment, très fatiguée,
Mais je peux pas vraiment m'arrêter parce que j'ai signé un bail qui coûte... Bon, écoutez, si jamais là, ça va pas, puis blablabla, je peux essayer de me trouver une colocataire. Mais on s'entend que j'ai-tu l'air d'une personne qui a envie d'habiter avec une inconnue? Non. Donc on va essayer de faire ça fonctionner, mais si vous voyez que dans les prochains mois, il y a plus de sponsors dans mes vidéos, c'est pour cette raison. Et merci pour votre compréhension face aux sponsors, vraiment. Moi, je fais l'argent uniquement en parlant dans la vidéo, c'est pas basé sur comme combien de personnes utilisent mon lien. Donc juste si vous regardez la vidéo puis que vous êtes là, ça m'encourage, merci. Et donc à travers tout ça, mon plus grand regret de 2026, c'est que j'ai absolument pas réécrit mon livre. Si vous savez pas, mon livre a presque été accepté par ma maison d'édition de rêve en novembre dernier. Ils me sont revenus avec une liste de modifications que j'adore. Ce sont vraiment des modifications que je veux appliquer puis qui m'inspirent. Donc tu sais, c'est comme... c'est prometteur. Le travail que je vais faire, la 6e réécriture que je vais faire sur mon roman, elle a un aspect plus prometteur que les dernières à l'horizon, mais je la fais pas parce que j'ai pas une goutte d'énergie en dehors du travail puis de ma chaîne YouTube. Je me vide et après ça, je suis juste... Ok, une journée de plus, on y va, un jour à la fois. Bref, c'est pour ça que j'ai pas de mise à jour à faire à ce niveau dans ce bilan. Mais maintenant, on va passer à mes objectifs pour la suite de 2026. C'est sûr que mes objectifs, ils vont surtout être au niveau personnel dans ma vie. Je pense pas que je peux vous donner genre des chiffres. C'est sûr que j'apprécierais d'atteindre les 100 livres lus par année. C'est ça que je fais habituellement. J'aimerais ça rester dans ces eaux-là. Mais vu ma situation, c'est sûr que je vais pas être difficile avec moi-même si jamais j'y arrive pas. Mais autrement, voici mes objectifs. Et là, encore une fois, je vais faire une pause parce qu'il fait 35 degrés aujourd'hui. Ma caméra surchauffe toutes les 2 secondes. Alors, mon premier vrai objectif pour la suite de 2026, c'est en lien avec le fait que je vais habiter toute seule désormais. Donc, pour pas virer folle, surtout que j'aurai pas de chat et c'est pas dans mes plans, dans mes possibilités d'adopter un chat dans la suite de l'année, ben à cause de tout ça, il va falloir que je me force à sortir plus, avoir plus de gens. Donc, il faudrait que au moins une fois par mois, 2 fois par mois, je me force à aller rencontrer une amie. Je sais que peut-être pour certaines personnes, 1 ou 2 fois par mois, ça sonne pas beaucoup, mais moi, généralement, je vois des gens 1 fois aux 3 à 6 mois. C'est vraiment... Moi, j'habitais avec Noah, c'était mon meilleur ami. J'avais pas besoin de voir d'autres personnes dans la vie, là. Je suis pas très sociale à ce niveau. Mais là, il va falloir que je fasse des efforts pour sortir de chez moi. Et un peu dans la même veine, j'ai un appartement qui est très grand. Et je veux m'assurer de passer au moins 1 heure par jour dans les autres pièces de mon appartement. Parce que je passe toute ma vie dans mon bureau et dans ma chambre. Donc j'aimerais ça, me faire des heures dédiées à mon salon, où je prends un moment conscient, volontaire, où je me repose, je me sors de mon univers, de mon ordinateur avec tout le travail que j'ai à faire. C'est mon objectif. Ensuite, j'aimerais bien sûr trouver une façon de travailler sur mon livre. Je sais pas trop comment, je vais vous en parler plus dans la conclusion de ma prochaine vidéo, mais au mois d'août, mon horaire va changer. Je vais peut-être prendre un plus gros mois, genre de congé, que juste une vidéo 2 semaines. En tout cas, on va s'en reparler. Peut-être que pendant ce mois-là, je vais être capable de me remettre dans le bain de l'écriture, puis d'ensuite réussir à conserver ce rythme-là à travers le travail et YouTube, mais je sais pas. Mais c'est mon objectif, je veux que d'ici la fin de l'année, j'ai au moins commencé à réécrire mon livre, là. Ça a pas d'allure. Je peux pas croire que en novembre, genre ça va faire 1 an que j'ai eu la réponse de la maison d'édition, que l'éditrice a été tellement encourageante, puis que genre je suis assise sur cette mine d'or de modifications à faire puis que je fais rien. Et ben dans la même veine, c'est juste trouver un équilibre général dans ma vie. Je veux réussir à organiser mes journées pour que j'ai une vie en dehors du travail. Je veux essayer de commencer à me réveiller plus tôt le matin parce qu'en ce moment, je me réveille juste comme 5 à 10 minutes avant de commencer à travailler. Je vais essayer de me réveiller plus rapidement puis essayer de caser genre de la lecture ou de l'écriture ou du montage avant de commencer ma journée de travail pour qu'au moins si je suis fatiguée après le travail, ben je sais que j'ai fait quelque chose pour moi quand même à travers tout ça. Et le dernier finalement objectif, j'ai commencé dans les derniers mois à être beaucoup plus spontanée avec mes vidéos, je scripte énormément moins de choses et ça va, je pense que ça reste plutôt solide malgré tout. Donc j'aimerais continuer sur ma lancée de naturel. Je veux être naturelle en parlant et là-dedans ça inclut le fait que souvent je m'empêche d'utiliser des expressions très québécoises que je sais il y a beaucoup de gens ici qui sauront pas qu'est-ce que ça veut dire. Je veux pas m'empêcher d'être moins québécoise pour vous, ok? C'est sûr que je fais quand même un effort pour parler plus clairement que je le fais dans la vraie vie, mais je pense notamment dans ma dernière vidéo, j'ai dit se droguer la gueule sale avec la littérature. Puis ça, dans le passé, j'aurais jamais dit ça, mais c'est ça.
Je sais même pas si vous savez ce que ça veut dire. Dites-moi dans les commentaires les Français si vous avez compris ce que je voulais dire par se droguer la gueule sale. Bref, c'est ça. La vie prend tellement de mon jus qu'il faut que dans mes vidéos, je sois le plus moi-même possible parce qu'il me faut de l'espace pour être moi quelque part. Là. Ce que je réalise avec les derniers mois, c'est que en ce moment, je suis vraiment la version la plus forte de moi-même. J'ai beaucoup moins d'anxiété, je suis capable de gérer des situations haute pression sans vraiment me mettre de pression, mais en étant la version la plus forte de moi-même, je me sens un peu comme la version la plus vide de moi-même. Ça sonne très... c'est pas si pire que ça, là. Je vais bien, genre je suis pas triste, je suis pas déprimée, mais quand même j'ai l'impression que je laisse plus de place pour moi à l'intérieur. Puis c'est juste ok, il faut que je sois productive pour pouvoir me payer mon toit. Et ça fonctionne pas comme ça dans la vie. Faut vivre aussi. Bref, c'est tout pour ce gros bilan. J'ai aucune idée il va faire combien de temps. Tout ce que je sais, c'est que ma caméra a surchauffé 4 fois. Et si je continue à parler, ça va être une 5e, donc allons-y avec la conclusion. J'ai oublié de vous demander comment ça s'est passé, votre année 2026 pour l'instant. Je veux savoir combien de livres vous avez lus, est-ce que vous avez aimé vos lectures, comment ça se passe dans votre vie personnelle. On se parle, on se parle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou à rejoindre la communauté exclusive qui est la meilleure façon de soutenir ma chaîne si vous aimez ce que je fais. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo parce que je suis encore à un rythme de 1 fois 2 semaines, mais dans 2 semaines, il y a un vlog lecture qui arrive avec un concept que personne peut prédire, à moins d'avoir été dans ma communauté exclusive parce que j'ai dit c'est quoi. Mais je brise la malédiction. Dans 2 semaines, je brise la malédiction. Et vous saurez qu'est-ce que ça veut dire dans 2 semaines. Alors, on se revoit très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye!